Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait une exploration vraiment passionnante. On va se pencher sur une œuvre majeure qui continue de fasciner et, disons-le, d'interroger. Le Jardin des délices de Jérôme Bosch. Absolument. Bosch, Jérôme Bosch, un peintre néerlandais né aux alentours de 1450 qui a passé sa vie à Bois-le-Duc. Bois-le-Duc, oui. Et son époque, c'est important de le rappeler, c'est vraiment une charnière. Tout à fait. On est à la fin du Moyen Âge, mais déjà aux portes de la Renaissance. Donc une période avec une très forte religiosité ambiante, mais aussi de profondes remises en question. Et ça se ressent dans sa peinture, son style est... Enfin, il est unique, non? Ah oui, complètement unique. Très personnel. Ces tableaux, ça fourmille de détails, c'est rempli de créatures étranges, fantastiques. Incroyable, oui. Et des scènes très complexes, souvent avec une portée morale, une leçon à tirer. C'est ça. D'ailleurs, pour le Jardin des délices spécifiquement, la datation, elle fait encore un peu débat. Ah oui, on n'est pas sûr. On la situe en général entre 1496 et 1503. Mais l'analyse du bois des panneaux, elle, nous dit que le bois lui-même date de 1458. Donc, Quasiment 40 ans avant. Intéressant. Et autre détail, il n'a pas signé cette œuvre-là. non, justement, contrairement à d'autres peintures qu'on lui connaît, plus tardives, celle-ci ne porte pas sa signature. Et on sait pour qui il l'a peinte? Il y avait un commanditaire? L'hypothèse la plus probable, c'est une commande d'Henri III de Nassau-Breda, un grand personnage. D'accord. D'ailleurs, on retrouve la trace de l'œuvre dans son palais à Bruxelles en 1517. Et c'est un triptyque. Oui, un triptyque. Donc 3 panneaux qui se referment. Un format qu'on voit souvent pour les autels dans les églises. Mais là, c'était peut-être pas pour une église. Probablement pas, non. L'usage était sans doute privé. Vu qu'à l'intérieur, le panneau de gauche montre Adam et Ève, certains pensent que c'était une sorte de miroir de mariage, un speculum nuptiarium. Offert pour un mariage, peut-être, hein? C'est une possibilité, oui. En tout cas, c'était destiné à un cercle restreint, sans doute l'aristocratie. Avec toujours cette double idée, plaire, mais aussi instruire, plat serré et dos serré, comme on disait. D'accord, je vois. C'est une super introduction. Mais alors, avant même de regarder ce qu'il y a dedans, quand on referme ces fameux panneaux latéraux, qu'est-ce qu'on voit? Parlons de l'extérieur. Ah oui, l'extérieur. Et là, le contraste est saisissant. Oubliez les couleurs vives, l'agitation. C'est comment alors? C'est une grande sphère, une sorte de bulle transparente qui flotte dans un espace très sombre, presque un néant. Ça représente la Terre. La terre, ok. Et Bosch utilise la technique de la grisaille, c'est-à-dire des tons de gris, de brun. C'est très monochrome, très sobre. Rien à voir avec ce qu'on imagine à l'intérieur, donc. Exactement. Ça crée une atmosphère, comment dire, presque éthérée, avec un jeu d'ombre et de lumière très subtil. Et cette sphère, cette terre, elle représente un moment précis. L'interprétation la plus courante, c'est le 3e jour de la création, d'après la Genèse, bien sûr. Le moment où. Où Dieu sépare les eaux et fait apparaître la terre ferme. Juste avant la création de la vie végétale, animale et puis de l'homme. C'est le monde avant la vie grouillante. D'accord. Et on voit Dieu, d'ailleurs. Oui, tout petit. En haut, à gauche, dans les nuées, il y a une petite figure divine, baignée de lumière, qui tient un livre ouvert. Et cette lumière qui vient de la gauche, elle a une signification particulière? Très probablement. Le côté gauche est illuminé, le droit reste plus sombre. Ça annonce déjà, sans doute, l'opposition qu'on va retrouver à l'intérieur. Le paradis à gauche, l'enfer à droite. C'est une sorte de présage visuel. C'est ça. Une mise en condition. Et il y a aussi du texte, j'ai cru voir ça. Oui, en haut, le long des panneaux, il y a des inscriptions en latin. Elles viennent des psaumes. Et elles disent quoi? À gauche, ipse dixit et facta sont, ce qui veut dire il dit et la chose arrive, ou il a parlé et la chose a été faite. Ok. Et à droite, ipse mandavit et creata sunt, c'est-à-dire il ordonne et elle existe, ou il a commandé et elle a été créée. Ça renforce cette idée de la puissance de la parole divine, comme dans la Genèse. Dieu dit et cela fut ainsi. C'est assez clair comme message, théologiquement parlant. Est-ce qu'il y a d'autres pistes d'interprétation peut-être un peu plus cachées? Bon, avec Bosch, il y a toujours des lectures un peu plus ésotériques qui circulent. Certains ont suggéré que la ligne verticale, là où les deux panneaux se rejoignent, et qui coupe la sphère, Oui. ça formerait la lettre grecque phi, le phi. Ah oui, le symbole du monde, parfois dans certaines traditions comme le tarot. Exactement. Mais bon, il faut rester prudent avec ce genre de lecture. C'est souvent très spéculatif pour Bosch. Son univers garde une grande part de mystère. Ce qui est sûr en tout cas, c'est l'effet que ça produit. Cette vision du monde, là, naissant, hyper calme, presque monochrome, ça crée une attente, non? Un suspense, avant d'ouvrir et de voir l'intérieur. Tout à fait. C'est comme un prologue cosmique très austère. Imaginez le spectateur de l'époque.
Passer de cette image quasi désertique de la Terre primordiale à l'explosion de vie, de couleurs, mais aussi de chaos à l'intérieur, le choc devait être considérable. Ça met en perspective, en quelque sorte. L'extérieur pose le cadre divin, le commencement. Avant de nous plonger dans la complexité de la création et surtout de la nature humaine avec ses désirs et ses failles. Du coup, en regardant ces volets fermés, on est en droit de se demander, est-ce que c'est juste une intro, cette image de la création avant l'homme, ou est-ce que ce calme initial, cette pureté originelle, c'est pas une clé essentielle pour comprendre la suite, pour comprendre les délices, mais aussi les tourments que Bosch va nous montrer? Qu'est-ce que cette genèse silencieuse nous dit sur l'histoire qui va se dérouler à l'intérieur? Voilà une question intéressante à garder en tête. On va se concentrer sur le panneau de gauche, ce jardin d'Éden si particulier. Quand on regarde ce panneau, on est tout de suite dans un paysage très vert, foisonnant, c'est luxuriant, le ciel est clair. Oui, et on voit bien comment c'est composé en plusieurs plans qui s'étagent vers le fond. Ça donne une vraie profondeur. Et ça continue même un peu dans le panneau central, on a l'impression, avec ces montagnes bleutées là, tout au fond. C'est ça. Ça donne une sensation d'espace, de commencement, de pureté originelle. Et au premier plan, bien sûr, la scène clé. Absolument. On voit Dieu représenté comme le Christ, assez jeune, sans barbe, qui présente Ève à Adam. Adam est assis par terre, l'air un peu comme s'il se réveillait. Oui, c'est un peu ça. Il regarde Ève, qui est agenouillée devant lui, et Dieu la tient délicatement par le poignet. Et ils sont nus, évidemment. Bien sûr. C'est le symbole de l'innocence avant la faute, l'état originel. Et puis, impossible de la manquer, cette fontaine au milieu. Rose, qu'est-ce que c'est que cette structure? Elle est bizarre, non? Ah oui, elle est centrale et très étrange. C'est une sorte de mélange euh, organique presque, architectural, des éléments qui semblent minéraux, d'autres végétaux. C'est ça qui est fou dans un jardin supposé être parfait et naturel. Et il y a ce trou sombre au milieu. On y voit une chouette. La chouette. Alors ça, chez Bosch, c'est toujours ambigu. Ah bon? Ça veut dire quoi? Bah, ça peut être la sagesse divine, mais très souvent, chez lui, elle annonce plutôt le malheur, l'hérésie cachée, quelque chose qui cloche. D'accord. Il nous laisse dans le doute, quoi. Complètement. C'est voulu. Et la fontaine elle-même, on l'interprète souvent comme la source de vie. La source des 4 fleuves du paradis, peut-être? Voilà, c'est une lecture courante. Sa complexité, cet aspect un peu alchimique presque, ça suggère déjà que ce paradis, c'est plus compliqué qu'un simple jardin. Et tout autour, c'est incroyable la quantité d'animaux. Il y en a partout. Oui, une faune très riche. On reconnaît des animaux réels, l'éléphant, la girafe, on dirait qu'ils sortent d'un livre d'images médiévales. Tout à fait. Mais à côté, il y a aussi des créatures complètement fantastiques. Oui. Des sortes de reptiles avec des ailes qui sortent de l'eau là-bas. Un oiseau à 3 têtes. C'est comme si Bosch nous disait déjà, attention, ce paradis n'est peut-être pas si idyllique. C'est une excellente remarque. Il mélange le familier et l'étrange, le réel et le monstrueux presque. On dirait qu'il y a une harmonie quand même, non? Pas de violence visible. L'harmonie semble régner. Il y a beaucoup d'oiseaux partout, dans le ciel, sur la fontaine. Mais ces créatures hybrides, elles introduisent une note un peu discordante. Un risque de désordre peut-être au cœur même de la création. C'est typique de Bosch alors, hein, le merveilleux et l'inquiétant côte à côte. Exactement, c'est sa signature. Le beau cache souvent quelque chose de troublant. Et les couleurs aussi participent à cette ambiance. Les verts sont éclatants, les bleus très doux pour le ciel et les montagnes, et puis ce rose de la fontaine si particulier. Oui, presque organique. L'ensemble donne une impression de calme, c'est vrai, de sérénité divine. Mais voilà, ces petits détails, ils persistent. Donc, au-delà de juste illustrer la Genèse, la création d'Ève et du paradis, Oui, il y a des interprétations plus profondes. Par exemple, certains historiens de l'art, comme Lorinda Dixon, y voient une métaphore alchimique. alchimique, c'est-à-dire La scène représenterait la conjonction. C'est un terme alchimique pour l'union des principes opposés, ici, Adam et Ève. Une étape clé pour atteindre une forme de perfection spirituelle. L'alchimie cherchait ça, la perfection. fascinant. Et j'avais lu aussi quelque chose sur un possible lien avec un mariage. Exactement. Une autre piste, c'est que le triptyque aurait pu être un speculum nuptiarum. Un miroir de mariage. C'est ça. Dans cette idée, le panneau de gauche ne serait pas juste l'Éden, mais aussi une image idéale du mariage voulu par Dieu, un modèle pour le couple qui aurait commandé l'œuvre. Le triptyque entier deviendrait alors une réflexion sur le mariage, ses idéaux
et ses dangers. D'accord, donc ce panneau d'étrine, c'est beaucoup plus riche qu'une simple illustration biblique. C'est la base, le décor idyllique planté. Voilà, l'union d'Adam et Ève, bénis par Dieu dans ce jardin luxuriant. Mais un jardin où déjà l'étrange, l'ambigu, pointe le bout de son nez, avec ses créatures et ses symboles. Précisément. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut finir. Ce paradis, il a l'air parfait, mais il contient déjà en lui-même, dès le début, les germes de sa propre complexité, peut-être même de sa propre chute. Hmm. Ces créatures, la chouette, la fontaine, tout ça nous interroge sur la vision de Bosch. Est-ce que pour lui, l'innocence originelle était déjà, comment dire, déjà fragile, déjà teintée d'une dualité qui allait forcément éclater après? Dans les délices et les tourments des autres panneaux. Exactement. C'est une question que l'œuvre finalement laisse ouverte à notre réflexion. Alors, plongeons directement au cœur du Jardin des Délices, le panneau central de Bosch. Oui, C'est waouh, c'est un choc visuel immédiat, non? Une scène incroyablement dense. ah oui, complètement. Et très vibrante. On est saisi par cette profusion. Des couleurs partout, éclatantes, et ce paysage verdoyant. C'est ça, un paysage luxuriant, et il est structuré assez classiquement en fait, en 3 plans. Oui, on voit la perspective qui continue depuis le panneau de gauche, le paradis. Exactement, ça assure une sorte de continuité visuelle. Mais bon, l'ordre s'arrête un peu là, hein, Ah oui, parce que dedans c'est... dedans, c'est le foisonnement total. Plus de 120 personnages nus, Hommes, femmes, blancs, noirs, mélangés. oui, une foule qui grouille, une vie intense, presque chaotique par endroits. Et ils font des choses tellement bizarres. Ils sont pas juste là à poser. Non, pas du tout, ils sont en pleine action. On dirait qu'ils conversent, parfois tranquillement, Oui. mais d'autres participent à des sortes de pique-niques géants avec des fruits, mais alors des fruits énormes. Ah oui, les fruits, c'est un élément clé. Des fraises, des cerises, des framboises, mais démesurées. Ils les mangent, ils les portent. C'est très étrange. Et puis il y a ces rondes, ces cavalcades un peu folles. C'est ça, une sorte d'enchevêtrement de corps, comme l'a dit un historien d'art. Le mot est vraiment juste. Un enchevêtrement. C'est très physique, très sensuel, même si... Même si effectivement, Bosch ne montre jamais d'actes sexuels explicites. Jamais. Non, Mais les poses, les interactions, il y a une liberté, une sensualité partout. tout à fait. On voit des couples enlacés, des groupes qui se baignent. Ils interagissent entre eux, mais aussi avec des animaux. Oui, des animaux parfois réels, parfois fantastiques. Des oiseaux géants, par exemple. Ou des créatures hybrides, Et ces structures bizarres, mi-végétales, mi-minérales. des fontaines qui ressemblent à du cristal, des coquillages énormes. L'ensemble a un côté presque hallucinatoire, onirique. Oui, comme cette fameuse scène de la cavalcade. Ah, la cavalcade iconique, oui. Des hommes nus sur des cerfs, des licornes, des sangliers, même des griffons, Et il tourne autour de cet étang central. où se baignent des femmes. Certaines ont même des fruits sur la tête. Oui, des cerises, je crois. C'est fascinant. Et puis, plus discrètement, en bas à droite, dans cette espèce de grotte ou de bulle, Hmm. certains pensent y reconnaître Adam et Ève après la chute, ou peut-être Noé, C'est une des interprétations, oui. qui observerait cette humanité débridée. Chaque coin du tableau raconte quelque chose, en fait. C'est ça qui est fou. Chaque détail semble vouloir dire quelque chose. Exactement. Et c'est là qu'on touche au génie, mais aussi au mystère de Bosch. Ces fruits, ces oiseaux, ces structures, tout ça semble chargé de symboles. Mais lesquels? C'est si ambigu. C'est toute la question. L'ambiguïté règne. On se perd un peu en conjecture face à cette profusion. Alors justement, cette exubérance, cette liberté, on pourrait presque y voir quelque chose d'idyllique, non? Une sorte d'utopie. Oui, ça pourrait. Mais bon, connaissant Bosch, le contexte religieux, on se dit qu'il y a sûrement autre chose derrière, une lecture plus complexe. Certainement. Et c'est là que les interprétations des experts divergent beaucoup. C'est ce qui rend le panneau passionnant d'ailleurs. Alors, quelles sont ces interprétations? Disons qu'il y a schématiquement 3 grandes pistes. La première, assez optimiste, défendue par Franger au milieu du XXe siècle. Oui, C'est de voir là une image positive. Soit l'humanité avant le déluge, vivant dans une sorte d'innocence, soit même une vision utopique liée à une secte, les Adamites, qui prônait un retour à l'innocence originelle, un paradis de l'amour en quelque sorte, où la sensualité n'est pas encore un péché. d'accord. Une vision assez positive donc.
mais qui s'oppose un peu à l'idée plus classique, j'imagine. Ah oui, complètement. L'interprétation plus traditionnelle, plus morale, c'est d'y voir au contraire une dénonciation Une dénonciation des plaisirs terrestres. de la luxure. Exactement. Dans cette vision, ce jardin des délices n'en est pas vraiment un. C'est une étape vers la chute, vers la damnation, un prélude logique à l'enfer qu'on voit à droite. Et dans ce cas, les fruits, les oiseaux, Ils deviendraient des symboles négatifs. Les fruits pour la fugacité des plaisirs charnels, les oiseaux souvent associés à la luxure, etc. C'est la lecture la plus courante, ancrée dans la pensée médiévale. d'accord. Et la troisième voie, vous avez parlé de 3 pistes. Alors, la troisième est plus ésotérique, plus surprenante peut-être. Certains chercheurs, comme Lorinda Dixon, y voient une immense allégorie alchimique. Alchimique. Carrément. Oui, selon cette lecture, les personnages nus seraient des substances en transformation. Les structures bizarres seraient des sortes d'alambics ou d'atanors, des fours d'alchimistes. Et le panneau central représenterait une étape précise du processus. Précisément, l'étape de la coagulation. C'est un terme alchimique pour désigner le moment où les éléments s'unissent, se solidifient, souvent dans un bain, qui pourrait être symbolisé par l'étang central ici. Fascinant, mais peut-être un peu spéculatif. Innocence perdue, avertissement moral, ou traité d'alchimie codée. Difficile de choisir, non? C'est toute la question, et peut-être que Bosch ne voulait pas qu'on tranche. Peut-être que cette multiplicité de lectures possibles, ce n'est pas une faiblesse, mais justement la force de l'œuvre. Il ne donne pas une leçon simple, en fait. Non. Il crée un espace visuel et mental d'une richesse incroyable, un miroir complexe des angoisses, des désirs, des questionnements de son temps, et peut-être aussi des nôtres. Il nous force à réfléchir. Sur la nature humaine, le plaisir, la faute. Oui, sur le sens caché des choses. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration du jardin central? Une image inoubliable, ça c'est sûr, mais d'une humanité insouciante ou déjà corrompue? Un avertissement? Une utopie regrettée? Une énigme savante? Le tableau ne donne pas la réponse. Non, il nous laisse plutôt avec une interrogation, une question qui reste ouverte. C'est quoi, au fond, la vraie nature de ces délices terrestres? Ce qui nous attire et nous trouble. Exactement. Et face à cette ambiguïté, face à cette profusion, quel chemin on choisit nous comme observateurs? C'est une réflexion qui résonne encore beaucoup aujourd'hui. Alors, on plonge directement dans le panneau droit du jardin des délices, celui de l'enfer. Quel contraste avec le reste. Ah oui, c'est brutal. Fini la luxuriance, là on est dans le sombre, le chaos. C'est vraiment cauchemardesque comme ambiance. Le noir qui domine, des couleurs terreuses. Oui, et puis tout au fond, on devine cette lueur sinistre, une ville en flammes, on dirait. Sous un ciel de nuit, oui. Et la composition elle-même, elle est déroutante. Pas vraiment de perspective claire. Non, c'est plutôt comme une accumulation de scènes d'horreur. Certains disent que c'est organisé par la narration, en fait. Ah oui, comment ça? En bas, on aurait la punition des vices terrestres, au centre, les tortures plus physiques, et tout en haut, une sorte de vision d'apocalypse. D'accord. Et partout ces créatures incroyables. Mi-homme, mi-bête. Oui, des démons qui infligent des supplices épouvantables aux damnés. Et ce qui est fascinant, c'est le lien entre la torture et le péché. Comment ça, le lien? Prenez les instruments de musique, par exemple. Symbole de plaisir dans le panneau central, ici, ils deviennent des instruments de torture. Ah oui, c'est vrai. On voit des gens crucifiés sur une harpe ou enfermés dans une vielle à roue, Exactement. un autre coincé dans un tambour, et puis il y a cette image très connue, La partition sur les fesses. voilà, tatouée sur les fesses d'un damné qu'un démon est en train de jouer. C'est une inversion totale. Le plaisir devient souffrance. C'est très fort comme image. Et ça renvoie à quelque chose de très concret à l'époque. Le thème de la vilaine auberge. Ouais. La vilaine auberge. Oui, aux Pays-Bas, l'auberge, c'était un peu le symbole du lieu de perdition. Le jeu, l'alcool, la musique un peu trop entraînante, tout ça menait à la débauche, à la luxure. Donc Bosch reprend cette idée et la pousse à l'extrême en enfer. C'est ça. Les instruments de plaisir deviennent instruments de supplice éternel. Un avertissement, quoi. Et au milieu de tout ça, il y a un détail qui m'a toujours surpris. Cet enfer, il a l'air froid. Ah oui, c'est une autre originalité. On est loin des flammes éternelles habituelles. On voit des personnages qui grelottent sur un lac gelé derrière, la grande figure centrale, là. Certains tombent même dans l'eau glacée. Tout à fait. C'est assez marquant. Peut-être une influence de textes comme L'Enfer de Dante ou Les Visions de Tondal, qui étaient populaires à l'époque. Qui décrivaient aussi des zones glaciales en enfer. Oui, exactement. Ça ajoute une dimension un peu inattendue à cet enfer de Bosch. Et donc cette figure centrale, l'homme-arbre. Parlons-en, c'est peut-être le truc le plus bizarre et célèbre de tout le panneau. Ah, l'homme-arbre, oui. Il est inoubliable. Ce corps comme une coquille d'œuf brisée. Posé sur des barques pourries prises dans la glace, c'est ça? Et sur son dos, cette petite scène de taverne. Voilà. Et sa tête, humaine elle.
qui nous regarde, avec un air tellement mélancolique. C'est vrai qu'il nous fixe. C'est le seul personnage du panneau qui regarde directement le spectateur, non? Enfin, à part le Christ dans le panneau du paradis. Oui, c'est très direct. Alors, qu'est-ce que ça représente? Les interprétations sont nombreuses, bien sûr. On pense souvent au péché, j'imagine. La gourmandise, la luxure. Oui, c'est une lecture courante. La taverne sur son dos, ce corps vide, ça pourrait symboliser ça. Certains y ont même vu un autoportrait un peu ironique de Bosch. Ah bon? Un autoportrait? C'est une hypothèse. Ou une parodie de l'homme créé à l'image de Dieu, mais ici complètement déchu, fragmenté. La coquille est vide, symbole de la vanité des plaisirs terrestres. Un corps vidé par le péché. C'est une lecture morale assez claire. Mais il y a d'autres pistes. Oui, il y a une lecture plus ésotérique, on va dire, proposée notamment par Lorinda Dixon. Une lecture alchimique. Alchimie, hein? C'est-à-dire? Selon elle, l'enfer représenterait la nigredo. C'est la première étape du processus alchimique. Le noir, la putréfaction, le chaos avant la transformation. D'accord. Et l'homme arbre là-dedans? Les couleurs pourraient correspondre aux étapes alchimiques. Les pieds sombres pour le noir, le corps blanchâtre pour le blanc, et peut-être la cornemuse rouge sur son dos pour le rouge. Ah oui, c'est complexe. Ça ajoute une autre couche de sens. Tout à fait. Même si bon, il faut pas oublier la fonction première du triptyque, qui était sans doute celle d'un spéculum, un miroir moral. Pour plaire et instruire, comme on disait. Montrer les conséquences des péchés décrits dans le panneau central. Exactement. C'était sûrement ça le message principal. Mais avec Bosch, il y a souvent plusieurs niveaux de lecture. C'est ce qui fait sa richesse, sans doute. Absolument. Et c'est pour ça que cet enfer, même après des siècles d'analyse morale, alchimique, psychanalytique, tout ce qu'on veut, garde une puissance, une part d'énigme qui nous parle encore aujourd'hui. Oui, c'est toujours aussi fascinant et dérangeant. Et ce regard de l'homme arbre, finalement, au-delà de l'avertissement moral, c'est peut-être une invitation? Une invitation à quoi, selon vous? Peut-être à regarder attentivement ce chaos, tous ces détails, et à y chercher pas seulement la punition des autres, mais un reflet de nous-mêmes. De nos propres failles face aux tentations? C'est une belle idée. Se demander ce qui, dans tout ce foisonnement, résonne le plus pour chacun d'entre nous, aujourd'hui. Voilà, une sorte de miroir, mais plus intime peut-être. Comment on interprète? Le mystère reste entier, et les théories, elles sont nombreuses et parfois contradictoires. Tout à fait. Il y a eu des lectures très différentes. Par exemple, celle de Wilhelm Frenger, une lecture assez optimiste, on pourrait dire. Optimiste? Comment Comment ça? Pour lui, ce n'était pas du tout une condamnation du péché, il y voyait plutôt une sorte d'humanité innocente, peut-être avant le déluge, ou alors une utopie liée à une secte, les Adamites. Ah oui, ceux qui voulaient retrouver l'innocence d'Adam et Ève. Voilà, une vision très différente de la lecture, disons, plus classique, plus moralisatrice. Qui, elle, voit surtout le jardin comme une illustration des péchés, la luxure en tête, menant directement au châtiment en enfer. Exactement. Et puis, il y a eu des interprétations plus récentes, comme celle de Lorinda Dixon, sur l'alchimie. C'est fascinant. L'alchimie dans Bosch. Oui, pour elle, les panneaux représenteraient les étapes d'un processus alchimique. La conjonction, l'union d'Adam et Ève, la coagulation, cette espèce de bouillonnement de vie dans le jardin, et enfin la putréfaction, la décomposition, le chaos de l'enfer. D'accord. Et l'homme arbre là-dedans? Il serait peut-être l'Athanor, le fourneau de l'alchimiste. On l'appelle parfois l'homme œuf aussi, avec des couleurs symboliques importantes. Et c'est sans doute pour ça qu'il a une influence aussi durable, non? Jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Je pense à l'art contemporain, par exemple. Une artiste comme Agnieszka Nienartowicz, qui intègre des détails du jardin, comme des tatouages sur ses peintures hyper réalistes. C'est assez fou. Oui, c'est une belle réappropriation. Et la musique aussi, bien sûr. Ah oui. Des groupes comme Celtic Frost, Dead Can Dance, ils ont souvent utilisé des détails, surtout de l'enfer d'ailleurs, pour des pochettes d'albums. D'accord. Et il y a eu cette découverte incroyable il n'y a pas si longtemps. Cette partition de musique. Ah oui, l'histoire de la partition sur le postérieur d'un des damnés. C'est ça. Une étudiante, Amelia Amrek, qui l'a déchiffrée. Une musique de plus de 500 ans cachée là. C'est dingue. C'est incroyable. Et on retrouve son influence même dans la culture populaire. Le manga Berserk, par exemple. Ah oui. L'univers visuel de Kentaro Miura, très sombre, très torturé, il doit énormément à l'enfer de Bosch, c'est évident. C'est vrai qu'il y a des échos. Finalement, le Jardin des Délices, c'est bien plus qu'une peinture. C'est une sorte d'œuvre-monde, un miroir hyper complexe de la nature humaine, du péché, du plaisir, de la folie, de la damnation. Et 500 ans après,
il est toujours là, d'une vitalité incroyable. C'est une énigme visuelle qui continue de nous provoquer, de nous questionner. Il nous invite tous, en fait, à notre propre exploration, notre propre interprétation. C'est une œuvre résolument ouverte. Oui, ouverte. Et peut-être qu'au-delà de tous ces secrets, il nous interroge aussi sur nos propres jardins des délices d'aujourd'hui, nos plaisirs éphémères, nos mondes virtuels. Qu'en reste-t-il à la fin ? La question demeure.